Bien, bonjour à tous. Donc, je me présente, Franck Lavédrine, conseiller à Alizé. Donc, merci de participer à ce nouveau webinaire CAPLE qui vous est proposé. Donc, je vous rappelle, CAPLE, c'est un groupe de référence de travail pour élaborer des références technico-économiques qui a été élaboré suite à l'audit de la filière lait sur la région et qui est mis en place et financé par le conseil régional. Donc, ce groupe CAPLE permet de mettre en commun les données et les compétences des différents organismes qui conseillent les éleveurs laitiers sur la région, à savoir les chambres d'agriculture, les conseils élevage et le centre de gestion. AgroSup Dijon a également participé à certaines de ces études. Et le tout est animé par l'Institut de l'élevage. Donc aujourd'hui, nous vous proposons un webinaire autour des systèmes de traite, sachant qu'un autre webinaire vous sera proposé vendredi prochain à la même heure sur l'impact pédoclimatique sur les systèmes laitiers. Donc aujourd'hui, nous vous proposons un exposé en 3 temps. Aurélie Lajeanne d'Eva-Jura commencera par vous faire un panorama des systèmes de traite présents sur la région. Chaque fois, on vous parle des systèmes laitiers de la région qui concernent les systèmes de plaine, ne sont pas abordés dans les références CAPLE, les systèmes AOP des monts du Jura, particuliers en termes de résultats économiques et également de conduite technique. Ensuite, je vous présenterai une étude basée sur les données Galaxy autour des robots de traite, un zoom sur les robots de traite pour mesurer et évaluer l'impact technique et économique de ces robots de traite dans les exploitations laitières. Et enfin, Mathilde Schrive de Serre France fera un exposé toujours axé sur les robots de traite qui sont des systèmes de traite qui se développent de plus en plus, vous le savez aussi bien que moi, dans les exploitations laitières. Et elle mesurera avec vous l'impact sur les structures et notamment l'impact économique et les gains de productivité observés. Je vais donc commencer par donner la parole à Aurélie sur le premier exposé autour du panorama des systèmes de traite. Bonjour à tous, Aurélie Lajeanne de Eva-Jura, je suis animatrice technique. Donc tout d'abord, je vais vous présenter la première partie de cette étude où on s'est posé la question si c'était le temps de traite journalier qui guide le choix de l'équipement de traite, soit en installation neuve, soit en rénovation. Et donc pour cela, on a valorisé la base de données Logimat, qui est un logiciel d'enregistrement des contrôles machines à traire aux petites traites, sur 3 années, ainsi que le nombre de vaches en moyenne sur les exploitations et les horaires de traite qui sont des données contrôle laitier, contrôle de performance. Ici, le diagramme vous présente la répartition des installations de traite en Bourgogne-Franche-Comté. Les élevages donc en AOP du massif jurassien, comme vous avez précisé, Franck, et aussi ceux en agriculture biologique ne sont pas représentés dans l'échantillon. Et ce pour toute notre analyse d'aujourd'hui. Donc on peut observer, alors attendez, je vais essayer de pointer. Voilà. On peut observer donc une grande part d'installations en épi, près de 60%, que ça soit du 30, 50 ou 60 degrés que l'on peut trouver. Nous avons encore une part importante d'installations en pipeline dans nos étables entravées, près de 14%. Ensuite arrive le système robot, où on est autour de 13%, les TPA autour des 10%, et une part de tandem et les rotos qui commencent à prendre place un petit peu dans les systèmes en maïs sur la Bourgogne-Franche-Comté. Ici, on a une photographie un petit peu des département par département pour vous donner une idée un petit peu de la répartition des systèmes. Donc on peut voir que les étapes sont encore bien présentes dans les départements de Franche-Comté, en bleu, surtout dans le Doubs. En proportion à peu près égale, on retrouve les épis dans tous les départements. Et les rotos, on les retrouve, les robots, on les retrouve plus présents dans le département de la Côte d'Or, mais ça se répartit quand même assez bien dans tous les départements de Bourgogne-Franche-Comté.
Pour ce tableau, nous avons à peu près un échantillon de un peu plus de 1000 élevages avec des données d'horaires et des données d'effectifs de vaches traites et de vaches présentes. Alors, dans cette analyse, il y a bien deux notions différentes à avoir. Il y a bien le temps de traite par vache, donc ramené à la vache par jour, et le temps de traite total journalier. On peut voir dans les systèmes Roto qu'on se retrouve avec un temps de traite par vache qui est le plus bas, à 1 minute 38. Donc voilà, et à l'opposé, en système étable, on se retrouve à 5 minutes 15 ramené à la vache. Par contre, on peut voir que au niveau du temps de traite total, ce sont les plus bas au niveau des étables, dû à un effectif de vaches traite assez faible. Au niveau des systèmes TPA, il y a une moyenne de temps de traite par jour plus élevée que les autres, 3h19, car il y a un effectif, bien sûr, un peu plus important. Donc, bien sûr, on n'a pas de données de temps de traite pour les robots. Et en plus, dans ce tableau, il peut avoir les données peuvent être un peu biaisées par rapport au nombre de trayeurs. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas ramené au temps de traite, au nombre de trayeurs, donc on n'analyse pas forcément la main-d'œuvre nécessaire derrière. Je précise au niveau des horaires que les horaires de temps de traite sont définis par rapport au temps de traite de début de traite, c'est-à-dire la première vache branchée, jusqu'au temps de traite de fin, c'est la dernière vache débranchée, donc ça inclut pas le temps de préparation de la salle de traite et le temps de nettoyage derrière de la salle de traite. Alors, ce premier graphique de boîte à moustaches représente le temps de traite en heures selon le type d'installation. Donc, je vous rappelle un petit peu le système des boîtes à moustaches. On a la moyenne avec la croix, la médiane qui se situe ici, et les quartiles avec les minimums en bas et les maximums au-dessus, et des points aussi, c'est des données un petit peu aberrantes, mais on les représente quand même parce que ça peut montrer certaines choses. Donc, il y a un écart de temps de traite entre le minimum qu'on a en étable à 2h47 et le maximum qu'on retrouve en TPA à 3h19 d'à peu près 32 minutes. La durée la plus faible pour les étables, pour 33 vaches traites en moyenne, et les tandems pour 2h56 pour 53 vaches traites. Et donc, dans une journée, le temps sur l'exploitation consacrée à la traite est considéré comme acceptable est de 3h04. Une fois dépassé ce temps de traite, on peut supposer que ça commence à être un peu contraignant. Ce second graphique de boîte à moustaches représente le nombre de vaches traites selon le système de traite. Donc les rotos et les étables entravées sont bien sûr les deux opposés, avec le minimum pour les étables et puis le maximum de vaches traites en moyenne pour les rotos. On peut voir aussi une certaine variabilité importante dans les TPA où on a un minimum et maximum, et des valeurs aussi aberrantes pour les TPA où on peut monter jusqu'à plus de 260 vaches traites. Pareil pour les rotos. Mais on peut voir aussi au niveau des épis, on est à 57 vaches traites. On peut être très bien à 20 vaches traites en moyenne, comme jusqu'à près de 250 vaches. Ensuite, on s'est intéressé, on a rapporté une donnée dans notre analyse au niveau du nombre de postes par salle de traite. Donc du coup, on a mis à part les robots parce que c'était pas du tout la même échelle et c'est pas forcément la même exploitation des données. Donc on a ramené le nombre de vaches traites par poste. Ici sur le tableau, vous avez un petit peu les moyennes par système. Et la moyenne de tous les systèmes, en excluant la moyenne robot, se retrouve à 6,3 vaches traites par poste. C'est vrai que dans la bibliographie qu'on a pu retrouver au niveau national, on indique plus un nombre de vaches traites
autour des 5 vaches par poste. Donc là, c'est vrai que en Bourgogne-Franche-Comté, on se retrouve un petit peu au-dessus de la moyenne. Donc vous voyez, on a quand même des écarts par rapport au système. Au niveau des étables, on est à 6,6. Et au niveau des tandems, on se retrouve à 8,4 vaches par poste de traite. Alors, je rappelle un petit peu le fonctionnement du tandem. Ça peut expliquer le 8,4. C'est que, pour ceux qui ne connaissent pas le système tandem, c'est la même présentation qu'une épi, sauf que les vaches sont on va dire, en case individuelle sur le quai, avec des portes d'entrée et de sortie pour chaque case. Et dès que la vache est terminée, on n'est pas obligé d'attendre que tout le quai, donc que toutes les vaches soient terminées de traire pour sortir les vaches. On peut les sortir individuellement et en rentrer une nouvelle. C'est pour ça qu'on a une rentabilité plus importante par poste. Et pour les robots, donc on se retrouve à 52,3 vaches traites par stall en moyenne. Donc ce graphique permet de visualiser la capacité de chaque système à absorber une augmentation du troupeau sans trop ou pas augmenter le temps de traite. Donc ce sont des moyennes, des courbes de tendance. En étable, donc qui est en bleu clair, on peut voir que plus on ajoute de vaches traites en bas, plus le temps de traite a tendance à fortement augmenter. Voilà la tendance pour les étables entravées. On peut voir la même chose au niveau des TPA en jaune. Pareil, plus on augmente le nombre de vaches, plus le temps de traite augmente. Les tandems, c'est la même tendance, sauf qu'ils saturent un petit peu moins vite. On est quand même autour des 60 vaches contre 40 pour les étables entravées. Et par contre, ce qu'on peut remarquer avec ce graphique, c'est qu'à l'inverse, les épis en gris et les rotos en bleu foncé atteignent en fait des plafonds de temps de traite. Donc ça veut dire qu'ils sont capables d'encaisser des augmentations d'effectifs sans trop allonger leur temps de traite. Alors ici, c'est deux graphiques qui vous présentent un petit peu des classes. On a voulu faire des classes pour voir un petit peu la répartition de ceux qui se retrouvaient en dessous de la moyenne nationale des 5 vaches par poste, au-dessus de la moyenne nationale en orange, des 5 vaches par poste. Donc on voit un petit peu la répartition où on retrouve une forte proportion des tandems au niveau des 5 vaches par poste, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, au niveau de la rentabilité par poste, vu qu'on peut les sortir plus rapidement. Donc on voit aussi que les étables entravées dépassent aussi ce seuil des 5 vaches par traite. Et les épis ont le système le moins chargé. Pareil pour le graphique en dessous, pour la durée de traite. Donc la moyenne, on vous a dit que c'était 3h04, donc on a fait les moins de 3 heures par jour et les plus de 3 heures par jour. On voit que le système étable respecte ce seuil et c'est surtout en lien avec un petit effectif à traire. Et en revanche, la majorité des systèmes TPA et roto dépassent ce seuil de plus de 3 heures par jour. Sûrement en lien avec des effectifs un peu plus importants à traire. Alors ici, on a voulu analyser, on s'est fait des classes, 4 classes, avec les deux analyses qu'on a faites, des inférieurs à 3 heures par jour et des inférieurs à 5 vaches par poste. Donc la classe 1, c'est là où on retrouve le minimum. La classe 2, c'est supérieur à 5 vaches par poste et inférieur à 3 heures par jour. La classe 3, on est supérieur à 3 heures par jour et inférieur à 5 vaches par poste.
Et la classe 4, donc c'est les maximums sur les 2 critères, plus de 3 heures par jour et plus de 5 vaches par poste. Ici, on voit un petit peu la répartition de notre échantillon. Donc, on est en forte... il y a une forte proportion qui se situe dans la classe 4, suivie de la classe 1. Et ensuite, on a la classe 2 avec 18% et pour moitié moins la classe 3. En dessous, vous avez la répartition de ces classes. Donc, on respecte les couleurs pour voir un petit peu où se retrouvent nos systèmes. Et bien sûr, on n'a pas pris en compte les tandems dans cette analyse, car c'est un système qui permet de traire beaucoup plus de vaches par poste. Donc du coup, pour nous, ils sortaient un petit peu du lot et ça servait un peu à rien à les comparer. On sait très bien qu'ils se situent à plus de 5 vaches par poste, donc ils ont un très bon rendement. Voilà, qu'on a voulu plutôt se focaliser sur les 4 autres systèmes pour voir un petit peu ces classes. Donc, par classe, on a mis des commentaires. Donc, pour la classe 1, pour nous, c'est un système qui est cohérent, qui est efficace, qui est plutôt suréquipé, donc qui pourrait absorber une plus grande, qui serait capable d'absorber une augmentation du nombre de vaches avant d'avoir une saturation à plus de 5 vaches par poste. La classe 2, c'est le système qui est le plus efficace, qui est rentable, mais qui peut être sous-équipé avec en majorité des faibles effectifs de vaches traites. Donc, quand on regarde ici, c'est quand même représenté par 41% au niveau des étables. Donc, c'est une proportion quand même assez importante. Donc, c'est pour ça qu'on peut en déduire que c'est parce qu'il traite moins de vaches, qu'il y a moins d'effectifs à traire. Au niveau de la classe 3, voilà, on suppose que c'est des équipements qui ne sont pas adaptés aux troupeaux. On peut supposer aussi un souci de main-d'œuvre. Il n'y a pas d'équilibre entre le nombre de vaches et le nombre de postes. Donc, on voit que c'est représenté à 21% par les systèmes en roto. Le reste se retrouve en dessous des 10%. Donc, on peut en déduire que c'est un système quand même qui est non rentable quand il se situe en classe 3. Et en classe 4, on a défini ça comme un système tendu, sous-équipé. On peut supposer un souci de main-d'œuvre ou alors un gros troupeau et du coup un équipement qui n'est pas du tout adapté. Et on se pose la question si vraiment il est durable. Donc on voit que ces 10 dernières années, on a une augmentation de la taille de troupeau d'à peu près 10 vaches, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, on peut dire que l'augmentation du troupeau n'est pas forcément l'installation de traite n'est pas forcément adaptée à une augmentation du troupeau. Vu l'investissement, l'installation ou la rénovation d'une salle de traite est un investissement assez lourd. Donc, lorsqu'il y a une augmentation de troupeau, on préfère déjà en priorité d'adapter le logement et la table d'alimentation. Et après, on pense pas forcément tout de suite à adapter le système de traite. Voilà pour ma partie. Donc Pascal, si tu veux prendre la main, je vous remercie. Bonjour à tous, Pascal Mercier du Doubs, de Conseiller Élevage. Écoutez, oui, on arrive au bout de la présentation d'Aurélie, c'est en ce qui concerne les systèmes de traite en Bourgogne-Franche-Comté dans les systèmes standards. Et merci Aurélie pour cette présentation. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. On se prévoit quelques questions à la fin de chacune des 3 présentations. Donc voilà, vous avez l'espace de chat si jamais il y a des choses que vous souhaitez préciser ou des choses que vous n'avez pas forcément compris. C'est le moment. Aurélie, on te remercie. Merci à vous. On a une question de la part de la MFR par rapport à les temps, si c'est hors temps de préparation. Alors, j'ai pas mal de questions qui arrivent. Hors temps de préparation.
Oui, les temps de traite, c'est hors temps de préparation. Je l'ai précisé tout à l'heure, donc c'est bien les horaires de traite du contrôle de performance au niveau du contrôle laitier. Donc c'est la première vache branchée, l'heure de la première vache branchée et l'heure de la dernière vache débranchée. Donc il n'y a pas le temps de préparation de la salle de traite, on va dire, et le temps de nettoyage. Par contre, il y a bien sûr le temps de préparation des vaches entre deux tournées, ça c'est inclus. On a Monsieur Bruyère qui nous demande si on a comparé avec le nombre de trayeurs. Non, du coup, on n'avait pas cette donnée-là, donc le nombre de trayeurs n'a pas été pris en compte dans l'analyse. Ouais, effectivement, c'est à notre regret, on n'a pas réussi à récupérer cette donnée. Et on a Marie-Christine Pioche qui nous demande si on a pu analyser l'âge des installations par système. Non, malheureusement, parce qu'il y avait beaucoup d'incohérences dans les données que j'avais. Voilà, c'est pas forcément dans l'outil Logimat, les données sont pas forcément mises à jour par les techniciens. C'est pas forcément demandé non plus. J'avais des données, mais voilà, c'était pas forcément exploitable. Vincent Mamet nous remercie pour ce panorama, enfin te remercie. Il n'imaginait pas autant d'étables entravées en standard. Et il demande si on a pu avoir le ressenti des éleveurs dans cette catégorie-là. Et demande si on pourrait éventuellement, si ce n'est pas le cas, travailler là-dessus par la suite. D'accord. Non, on n'a pas eu de témoignage ou de ressenti, donc ça peut être une idée. Merci pour l'idée, Vincent. Valentine Norès nous demande si un lien a été fait avec le montant des amortissements et ou avec l'âge de l'équipement de traite. Alors, on n'a pas fait du tout d'études économiques en parallèle à l'analyse des systèmes de traite. Là, on va se focaliser sur les robots avec les deux autres présentations de mes collègues. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas forcément de données technico-économiques liées pour faire cette analyse. Mathilde nous apportera en fin de présentation pas mal de précisions économiques sur le système de traite, sur les robots notamment. Oui. Sur les robots, oui. Très bien, bien. Merci pour vos questions. On va pouvoir... une dernière question de Valentine que je vois arriver. Ou plutôt une remarque. Il serait intéressant de savoir si la classe 4 est en phase d'investir dans un nouveau système ou pas. Ou est-ce qu'il est sous-dimensionné de façon durable. Effectivement. Ouais. C'est vrai qu'on a vu vraiment l'augmentation des troupeaux au fil des années, avec pas forcément l'augmentation de la salle de traite. On imagine que c'est dans les plans, mais en tout cas, c'est pas le cas aujourd'hui. Très bien. Franck, on va pouvoir te laisser la parole pour nous parler des impacts techniques et économiques sur les robots de traite, autour des robots de traite. Bien, merci. Donc, deuxième exposé. Donc, je vous propose maintenant un zoom sur les robots de traite, comme vient de dire Pascal. Donc, cette étude est basée sur la base de données Galaxy, qui est l'outil technico-économique utilisé par les organismes de conseil dans le 71, par la Chambre des cultures de Saône-et-Loire, et par Alizé. Donc, ça concerne des exploitations, ce n'est pas une étude intégralement basée sur la zone Bourgogne-Franche-Comté, de fait. Par contre, ça concerne 56 exploitations, suivies donc sur les départements Saône-et-Loire, Côte-d'Or, Yonne, Nièvre, et puis également quelques robots, quelques exploitations sur les départements couverts par Alizé, à savoir le Loiret et l'Aube. Mais je pense que ces observations, ces analyses sont tout à fait adaptées aux exploitations de l'ensemble de la région BFC. Donc, ces 56 exploitations ont analysé, que l'on a retenu dans cette analyse, concernent des exploitations qui ont un robot de traite depuis pour au moins une deuxième année d'exploitation, puisqu'on sait qu'il y a toujours une phase d'adaptation et que l'impact d'installation d'un robot de traite dans la première année chamboule beaucoup de choses. Et du coup, on n'a pas intégré les données de cette année d'installation. Donc, en moyenne, c'est des robots qui sont en place depuis 5 à 6 ans, hein, de 2 à 10 ans exactement. En moyenne, 5 ans et demi d'âge d'utilisation de ces robots, sachant que cette étude est basée sur une compilation régionale des données de l'année 2019. Ça concerne 200 exploitations qui ont été analysées, 200 marges brutes que l'on détaillera ensemble,
puisque, comme l'a dit Aurélie, on n'a pas gardé les exploitations engagées en agrobiologie ou engagées en AOP de plaine, à savoir les poisses, le chat-ours et le brimot, puisqu'on a dit que tout ce qui était comté morbier n'était pas inclus dans le périmètre CAPLé. Mais même ces AOP dites de plaine, on ne les a pas conservées par rapport à la plus-value sur le prix de lait, au cahier des charges, et notamment pour le bio. Et donc, du coup, ça aurait faussé un petit peu l'analyse en fonction de la répartition de ces exploitations bio ou AOP dans l'un ou l'autre des échantillons. Comme on veut vraiment analyser l'impact robot, on est resté sur les exploitations dites conventionnelles. Et enfin, pour compléter cette approche qui ira jusqu'à la marge brute, comme dans Galaxy, on propose de faire un coût de production et que la plupart des exploitations le réalisent, eh ben, on poussera jusqu'à regarder, observer les coûts de production et les prix de revient pour 160 exploitations. Au niveau des structures des exploitations, on voit des grosses différences. Donc, sur les 56 robots, 43 sont conservés puisqu'on a enlevé donc, les bio, les AOP. Ces 43 exploitations en robots par rapport aux 157 conventionnelles sont caractérisées par des structures de taille beaucoup plus importante, 50% de lait en plus, 300 000 litres de lait en plus, donc plus de vaches, 111 vaches contre 78, une surface un peu plus importante, 36 hectares, mais par contre, un niveau de spécialisation, en tout cas au niveau de la surface, très comparable, puisque 53% de la surface est allouée pour les fourrages, pour alimenter le cheptel. À noter la main-d'œuvre. On dit souvent dans les choix d'investissement, les réflexions, les projets robots, c'est robots en phase de maintenir la main-d'œuvre et robots, on la diminue. On voit que ce n'est pas tout à fait le cas. Enfin, on n'observe pas ça en moyenne. La main-d'œuvre présente sur les exploitations est conséquente, 2,9 UMO contre 2,5, mais en face de structures beaucoup plus importantes. Et là aussi, il n'y a pas complètement opposition entre salariat et robot, puisque vous voyez que le niveau moyen de nombre de salariés temps plein sur les exploitations est identique. Mais on a des structures beaucoup plus importantes, même avec une main-d'œuvre un peu supérieure, on a quand même un gain de productivité ou une productivité observée supérieure, puisqu'on est quasiment à 100 000 litres de lait en plus par unité de main-d'œuvre globale exploitation. Au niveau de la productivité laitière, on a tous en tête que qui dit robot dit système plus productif avec plus de lait par vache. C'est ce qu'on observe dans nos échantillons. On a 900 kg de lait en plus observé dans les cheptels avec robot. Au niveau toujours du produit lait en termes de prix, on a des prix assez comparables, mais un petit peu moins de 6 € en moins, donc il n'y a pas d'analyse statistique. Je ne sais pas si statistiquement il y aurait un écart significatif. En tout cas, il y a un petit 6 € en moins qui, heureusement, ne s'explique pas par une différence de prix de base. Je dis heureusement parce qu'on sait que sur notre zone, mais je pense que c'est le cas de la plupart des bassins laitiers, on a une hétérogénéité des laiteries en termes de valorisation du lait, de prix du lait proposé, en fonction des débouchés, bien sûr, de chaque laiterie, des marchés et des produits élaborés. Et ça aurait pu fausser la donne. C'était la crainte quand on a élaboré cette analyse. Et on voit qu'il y a uniquement 2 € d'écart de prix de base. Donc, la majeure partie de la différence de prix de base s'explique sans doute par la différence de composition. On voit que sur les taux, il y a une différence, tant sur le TB et le TP, qu'on peut sans doute mettre en relation avec un phénomène de dilution, puisque la productivité est supérieure. Et puis, il y a également au niveau de la qualité sanitaire, au niveau des taux cellulaires, on voit un petit moins sur les exploitations en robot sur ce critère-là, puisque le critère qu'on vous propose, c'est le nombre de mois, le nombre de pays de lait, où il n'y a pas réfaction du prix du lait à cause de retenues liées aux cellules. Et vous voyez, alors qu'en moyenne, on est à un peu plus de 7 pays de lait, 7,3 pays sans problème cellules impactant le prix, et ben on est à 0,6 mois en moins, 0,6 pays en moins sur les exploitations robots. Là encore, l'écart n'est peut-être pas énorme, mais il vient amplifier des taux un peu moindres. Au niveau des systèmes fourragers, on peut imaginer, on peut amener le qualificatif de plus intensif, puisqu'on a des systèmes qui sont plus productifs avec un chargement corrigé, c'est-à-dire le chargement corrigé des achats, des variations de stock et des ventes de fourrage éventuelles, des chargements un peu supérieurs. Alors, c'est des chargements qui peuvent paraître faibles. Je vous rappelle qu'on est sur l'analyse 2019, mais 2020 est exactement du même niveau, où on a une année fourragère, tout le monde s'en rappelle bien, qui n'a rien à voir avec l'année 2021, qui est enfin une année très correcte là-dessus. On était sur une année très, très difficile au niveau climatique, avec des rendements particulièrement affaiblis sur une grande zone de la région. Mais ces systèmes sont quand même plus productifs avec un chargement supérieur. Ils font appel à plus de maïs. On est à 38% de maïs dans les SFP, ce qui est un chiffre très élevé, contre 33% pour les autres exploitations.
Et on a également un potentiel fourragé supérieur. Alors, je pense que ce n'est pas parce qu'il y a un robot de traite que le potentiel fourragé est supérieur. C'est un fait et c'est ce qui aussi peut venir altérer un petit peu la comparaison et le plus ou le moins lié à la présence d'un robot. Donc là, on voit, il faut le retenir parce que ça peut expliquer certains chiffres, qu'on a un potentiel, en tout cas un rendement fourragé obtenu en maïs et également sur l'herbe, supérieur par rapport aux autres exploitations. Par contre, ce qui est bien lié peut-être à ce potentiel, mais surtout à des choix de conduite, c'est la part de pâturage, où elle est très très affaiblie dans les systèmes robots. Seulement un quart de l'herbe valorisée l'est sous forme de pâture, donc sous forme économique, alors qu'elle est de 40% dans les autres systèmes hors robot. Au niveau de l'autonomie, par contre, on note aucun écart. La présence d'un robot qui entraîne des systèmes, qui est lié à des systèmes plus maïs, plus conserve, n'a pas du tout entraîné un mieux ou un moins bien sur l'autonomie fourragère, qui est de niveau faible en 2019, comme sur l'ensemble de la région, à savoir que 15% des fourrages distribués aux animaux est d'origine extérieure et lié à des achats. Par contre, quand on additionne, quand on coupe la productivité laitière à la vache supérieure et le chargement supérieur à l'hectare, inévitablement, mathématiquement, il y a une cohérence d'obtenir une productivité laitière à l'hectare de fourrage supérieure. On est à 7000 litres contre 5600 pour les exploitations conventionnelles. Donc là aussi, c'est un point fort qui va venir expliquer une dilution des coûts fourragers qu'on en observera tout à l'heure. Après avoir vu les systèmes fourragers, l'alimentation, qui va être bien entendu complètement en cohérence avec les systèmes fourragers mis en place. On a une alimentation plus coûteuse. Pourquoi ce qualificatif? Parce qu'il m'a semblé qu'on pouvait l'affirmer quand on voit que le pâturage est très limité. Il y a seulement en moyenne 3 arts par vache, autrement dit en moyenne un petit parcours. Alors je ne dis pas qu'aucun aucun système robot n'a des vaches qui pâturent, mais en moyenne c'est très très faible. Dans les autres exploitations, nos auditeurs de la zone plus zone comté souriront quand ils verront le 13 arts par vache. On n'est pas non plus dans des systèmes très pâturants, mais en moyenne, c'est quand même dans des systèmes où il y a un peu plus de pâturage, avec un petit peu de pâture dans la ration. On est à 13 kg distribués de fourrage conservé au printemps, c'est le chiffre de la deuxième ligne. Donc il y a un petit peu, il y a 3-4 kg de pâture en moyenne, matière sèche valorisée par les vaches à cette époque-là, alors qu'on est en ration complète distribuée, c'est plus de 16 kg pour les systèmes robots. Bien entendu, c'est exactement la même observation sur la ration annuelle, puisque le tonnage de matière sèche de fourrage distribué par vache est à 5,7 tonnes en système robot, donc tout conserve, il n'y a plus de place pour la pâture, alors qu'il y a un petit peu de place pour les systèmes autres avec 5,4 tonnes distribués. Dans ces 5,7 tonnes distribuées, ça fait la part belle au fourrage dit énergétique, pour ne pas le nommer, c'est ensilage maïs, puisqu'il y a aussi éventuellement un peu de coproduit, mais ce 3,8 tonnes est donc supérieur aux 3,4 tonnes observés dans les autres exploitations. Par contre, ce qui est vraiment clivant entre les deux échantillons d'exploitation, c'est l'aspect concentré, où vous voyez en bas de tableau que le tonnage de concentré distribué par vache sur cette année 2019 est bien supérieur en système robot. On est à 500 kg de plus de concentré par vache à l'année. Et même avec la productivité supérieure, ça ne suffit pas à diluer ce surcoût, cette dépense en termes de distribution de concentré. L'efficacité du concentré est bien moindre puisqu'on est à 246 grammes de concentré par kilo de lait produit, contre 217 pour les systèmes non robots. Heureusement qu'on n'observe plus cette tendance d'il y a quelques années, au début, dans les premières années des robots. On sent que ça se tasse un petit peu, en tout cas les chiffres qui sont là le montrent. Il y a de moins en moins d'utilisation de gammes spécifiques robots proposées dans les différentes gammes commerciales qui faisaient la part belle à des aliments haut de gamme avec des arômes, ainsi de suite, pour améliorer l'appétence et la consommation, et qui aussi souvent se démarquaient par des prix plus élevés. Et on voit qu'ici, le prix de l'aliment moyen distribué, acheté à l'extérieur, donc ça n'inclut pas tout ce qui est céréales autoconsommées, mais tout ce qui est acheté à l'extérieur, en moyenne, l'est au même prix que les exploitations non robots. Donc ça va permettre d'éviter, d'amplifier le dérapage sur le coût alimentaire. Là, on a vu des moyennes, c'est que des moyennes d'un échantillon d'exploitation, d'une quarantaine d'exploitations par rapport aux 150 autres. Il faut relativiser. Donc, ce qui est marquant sur ces données techniques, c'est plus de lait, une moindre efficacité du concentré avec plus de concentré par kilo de lait, et également un petit dérapage sur les cellules. Ça, c'est des moyennes. Il est toujours important de les relativiser et de voir un petit peu qu'en est-il en termes de dispersion et de situation des différentes exploitations.
et de voir est-ce que ces caractéristiques, plus de lait, plus de concentré, un peu plus de cellules, c'est lié au robot ou c'est lié à l'échantillon. Donc ça ne va pas répondre à tout ça, mais c'était l'idée d'essayer de confirmer ça à travers cette diapo où je vous ai représenté 3 nuages de points, 3 graphiques, où là je vous ai mis les exploitations où on avait des données avant la mise en place du robot et après la mise en place du robot. On avait un historique de données qui nous permettait de voir éventuellement, hypothèse, hein, ce qui pouvait éventuellement être lié à la mise en place de cet équipement de traite. Donc sur la première diapo tout en haut, je vous ai mis donc le niveau de lait, hein, le niveau de production, la moyenne annuelle 12 mois de lait par vache produit. Et chaque fois, sur chaque graphique, je vous ai représenté en abscisse la donnée avant robot et en ordonnée, en verticale, la donnée post-robot. Donc tous les points qui sont au-dessus de la bissectrice, de la petite ligne droite, eh ben, c'est des exploitations où le critère analysé a augmenté. D'où la petite flèche verte, on voit bien que la moyenne observée, eh bien, une tendance pour la plupart des exploitations à un gain de production par vache après la mise en place du robot. Un gain qui n'est pas non plus systématique et systématiquement de l'ordre de 1000 kg de lait. Vous voyez que si vous lisez précisément le graphique, certains n'ont augmenté qu'à peine de 200-300 kg de lait. Mais quasiment tout le monde augmente, à part une petite dizaine d'exploitations où, pour des raisons que je ne peux pas vous détailler là et où je n'ai pas l'info précisément à l'exploitation, eh ben, le robot n'a pas été miraculeux, il n'a pas augmenté le lait. Au contraire, il y a eu une baisse de lait, peut-être pas due à la mise en place du robot, mais en tout cas observée sur l'exploitation. Sur le graphique d'à côté, une flèche plutôt rouge, hein, puisque là, c'est un niveau de charge, c'est le niveau de concentré par kilo de lait, où là, on voit que la moyenne, où on a à peu près 30-40 grammes de concentré par kilo de lait en plus entre robot et non-robot, eh ben, se confirme, après la mise en place d'un robot, la plupart des exploitations ont fait grimper leur poste concentré en grammes par kilo de lait. Mais là aussi, ce n'est pas systématique, tout le monde n'augmente pas d'autant, et certains ont même réussi à baisser un petit peu leur niveau de complémentation, voire même de manière importante. Donc rien n'est impossible, et heureusement, il y a la machine, il y a aussi l'homme, il y a aussi l'éleveur qui conduit, gère et peut maîtriser encore mieux ce critère-là qu'avant. Par contre, le troisième graphique du bas révèle que pour ce critère de taux cellulaire, là la situation est beaucoup plus partagée, et le dérapage observé en moyenne, ou le surcoût des problèmes cellulaires observés sur les pays de lait, eh ben, n'est qu'une moyenne, et ce n'est pas une tendance systématique. Vous voyez que là, il y a autant d'exploitations qui ont dégradé ou amélioré leur nombre de pays de lait sans baisse du prix du lait à cause des cellules. Donc là, la situation est beaucoup plus partagée que pour les 2 autres critères. Bien entendu, pour cette analyse-là, c'est un peu frustrant, on s'en arrête à 3 critères techniques, puisque je me suis interdit de faire des comparaisons en termes économiques, puisque tous les éleveurs n'ont pas eu la bonne idée, ce qui m'aurait facilité la tâche de mettre leur robot la même année, et donc du coup, il y a un effet annuel où le prix du lait, ces dernières années, a beaucoup bougé, et donc faire une compilation des impacts sur le prix du lait ou la marge brute avant et après robot aurait été faussé par l'historique. Donc après ce petit zoom sur la mise en place du robot, je vous propose maintenant de regarder justement la marge brute comparée entre l'échantillon robot et l'échantillon non robot. Et là, on peut observer ce fameux effet ciseau, qui est propre, que l'on retrouve beaucoup en analyse économique et que l'on voit ici. Sur le graphique du haut, vous pouvez voir que en termes de produits, il y a un petit moins sur le produit d'atelier. Le prix du lait, donc, est un petit peu plus faible de 6 € comme on a vu tout à l'heure. On a vu également le produit bovin, lui, par contre, ne bouge pas. Par contre, les autres produits, les produits complémentaires, eux, sont fortement impactés. Il y a un gros différentiel. On est à 16 € au millilitre contre 27 € pour les exploitations non robots. Alors, qu'est-ce qu'on met dans cette approche en termes d'autres produits? Se situent les aides couplées, l'aide à la vache, l'aide au bovin lait, l'ABL, les aides à l'hectare, les aides légumineuses, les aides ICHN que l'on met dans cette approche marge brute. Et du coup, on peut imaginer que ce différentiel s'explique en partie par le point fort des systèmes robots qui est la productivité. L'aide à la vache est diluée par plus de lait. Les aides aux hectares sont diluées aussi par plus de lait produit à l'hectare. Et puis, il y a peut-être un phénomène non lié au robot, mais peut-être que dans notre échantillon robot, on a une proportion d'exploitation qui bénéficie peut-être une proportion plus faible d'exploitation qui bénéficie de l'ICHN, qui est équivalent, on sait, dans les analyses de produits d'atelier. Donc un produit plus faible, en tout cas au final, un peu plus faible, et des niveaux de charge
qui n'explose pas par rapport aux exploitations conventionnelles non robots, mais qui est quand même plus élevé, avec l'aspect concentré, on l'a vu sur les grammes, ça se répercute en euros, plus de concentré vache laitière, 88 € millilitre contre 76, un peu plus sur les génisses, c'est cohérent, on a des systèmes cohérents, plus intensifs sur l'ensemble de la conduite du cheptel, donc un peu plus de concentré sur les génisses. Par contre, le point fort du lait produit à l'hectare permet de diluer les coûts fourragers. Vous voyez, les postes en vert, que ce soit coûts fourragers ou coûts d'achat de fourrage, sont plus faibles. Et par contre, ce qui dérape également, c'est sur les frais d'élevage, le poste. Alors, ce n'est pas les postes sanitaires, ce n'est pas le poste repro, tous ces postes sont souvent dilués par les par vache, c'est les postes de maintenance de la salle de traite, avec les forfaits de maintenance robots qui sont mis dans les charges ici, alors qu'il n'y a pas le pendant pour les systèmes de traite. Voilà, il faut comprendre un petit peu ces écarts, les expliquer, pour voir qu'au final, on aura un peu plus de charges, un peu moins de produits. Mais c'est un peu moins d'un côté, un peu plus de l'autre, et ben pèse, puisque cet effet ciseau s'amplifie quand on cumule les deux. Et vous voyez qu'au final, on a une marge brute affaiblie d'une trentaine d'euros millilitre, quand on calcule en euros pour millilitre sur le haut de la diapo, sur le graphique histogramme, 221 contre 254 € pour millilitre de marge d'atelier. Heureusement, quand on va jusqu'à la marge par vache en tenant compte du gain de productivité, enfin de la productivité supérieure en système robot, ben là, ça vient un petit peu niveler l'écart, le réduire, puisque là, on arrive sur le bas de la diapo à des marges par vache un peu plus proches. On est à 1 800 € de marge à la vache pour les systèmes robots contre 1850 pour les systèmes non robots. Voilà. Donc, au final, on a un écart de marge brute, mais cet écart de marge brute, heureusement, est un petit peu nivelé par la productivité, mais on voit que cette productivité ne suffit pas à compenser le surcoût de charge et ne suffit pas à prendre de l'avance. Avance, pourquoi je parle d'avance? Parce que maintenant, on va aller jusqu'au coût de production pour voir un petit peu au-delà de la marge brute. On sait qu'un robot, c'est un coût, c'est un investissement qui n'a pas son pendant en salle de traite. Et donc, il s'agit un petit peu de voir qu'est-ce qu'il en est en termes de coût de production. Pour aller jusqu'au coût de production, et qu'on vient de s'intéresser aux charges de structure, donc là, on a représenté sur ce graphique les charges de structure en euros par vache. Donc, ces charges de structure dans l'approche coût de production, je vous le rappelle, c'est une approche qui permet de répartir de manière mathématique en fonction des systèmes. Il y a des clés de répartition élaborées par l'Institut de l'élevage qui permettent d'affecter les charges aux différents ateliers en fonction du poids de chaque atelier. Et donc, cette répartition des charges permet d'estimer le niveau de charge de structure affecté notamment à l'atelier laitier. C'est ce qu'on vous a représenté sur l'histogramme ramené à la vache. Et on voit que la bonne nouvelle, c'est que ces systèmes robots, on peut imaginer qu'ils sont consommateurs en charge de structure. C'est ce qu'on voit sur le poste bâtiment en orange, le poste le plus simple. Les robots de traite sont souvent assez récents. Beaucoup de salles de traite, même si on n'a pas eu la réponse tout à l'heure à la question posée, on n'a pas l'âge des équipements, mais on sait que les salles de traite, certaines, ou la plupart, ont un certain âge, sont déjà amorties. Il n'en est pas, c'est pas du tout le cas dans la plupart des exploitations robots. Rares sont les robots aujourd'hui amortis, ce qui fait qu'on a un surcoût sur le poste bâtiment. On a également un surcoût sur le poste bâtiment global, puisque souvent un projet robot s'accompagne, pas toujours, mais souvent il y a une stabulation qui a été construite ou agrandie au même moment. Donc c'est normal de retrouver un poste en orange bâtiment bien plus élevé. Au niveau de la mécanisation, le 844 € contre le petit 800 pour les autres systèmes peut aussi s'expliquer par le système fourrager que je vous ai décrit tout à l'heure, des systèmes plus conserve, plus maïs, moins pâturant, donc peut-être basés sur plus de mécanisation. Par contre, pas de différence sur les coûts de gestion, sur le niveau de capital, qui inclut le fermage notamment. Mais là où les systèmes robots tirent leur épingle du jeu et permettent de compenser ces surcoûts alimentaires et ces surcoûts d'investissement, c'est sur le travail, le coût du travail, où là, dans la méthode coût de production, on ne demande pas aux éleveurs combien ils gagnent ou combien ils voudraient prélever, c'est basé sur la répartition de la main-d'œuvre. Et à la main-d'œuvre affectée à l'atelier laitier après répartition mathématique avec des clés de répartition, on affecte un revenu, un potentiel de revenu identique pour tout le monde, à savoir 2 SMIC par temps plein. Et donc, ces 2 SMIC par temps plein consacrés au lait, dilués par la productivité, fait qu'on est à un petit 600 € de coût du travail en système robot contre 765 en système autre. Et ça ne s'explique pas, vous l'avez compris, par le fait que les éleveurs en robot se payent moins. Ce n'est pas du tout ça. C'est parce qu'un travailleur produit plus de lait en système robot, la productivité de la main-d'œuvre. Et on voit que ça vient complètement compenser les surcoûts observés sur les autres postes de charge de structure. Ça, c'était une approche à lavage des charges de structure. Quand maintenant on agglomère, on va jusqu'au coût de production du lait, donc on ramène tout ça en euros pour millilitre en tenant compte des charges opérationnelles, on arrive
sur la diapo qui suit, à savoir les différents postes de charge en euros pour 1000 litres. Là, on retrouve à la base les charges opérationnelles, en vert le poste alimentaire, donc un peu plus élevé tiré par le poste concentré, 140 € en système robot. Les frais d'élevage tirés par les frais de maintenance robot, 10 € de plus, 55 € pour les frais d'élevage. Et après, vous voyez que la méca qui était plus élevée tout à l'heure redevient plus faible ici parce qu'elle est diluée par la productivité à l'hectare. Le poste bâtiment, lui, il était quand même conséquent, il demeure supérieur, 13 € de plus. Gestion et capital sont du même niveau. Et par contre, on retrouve le gain qu'on avait tout à l'heure sur le poste travail. On est à 30 € de moins au 1000 litres de postes liés à la main-d'œuvre. Et on voit, en lisant, je ne vous ai pas mis les totaux, mais en lisant les bâtonnets, on voit clairement que le coût de production au robot arrive à être de même niveau, voire un peu inférieur aux autres systèmes, aux autres exploitations avec système de traite classique. Ça, c'est le coût de production. Ce qui intéresse plus un éleveur, c'est l'équilibre et d'aller jusqu'au prix de revient. C'est ce qu'on observe sur la diapo qui suit, avec en haut, donc pour les 38 exploitations avec coût de production, on a un coût de production maîtrisé, comme on vient de le voir, à 483 € par rapport aux 492 des autres exploitations. On va déduire les produits annexes pour arriver jusqu'au prix de revient. Quand un éleveur de lait, un éleveur de bovin lait produit du lait, il ne produit pas que du lait. Il vend quelques animaux, des vaches de réforme, des génisses. Là-dedans, il n'y a pas du tout ce qui est taurillon, vache allaitante. C'est que l'atelier laitier. Vous voyez qu'on a des produits très comparables. On a des autres produits plus dilués. Donc là, on va défalquer moins de coproduits. On a des aides découplées que dans la méthode coût de production, on recouple, on prorata des hectares consommés par le troupeau laitier. Et bien là, on voit qu'on a également une dilution. L'avantage des systèmes robots très productifs devient un inconvénient puisque ça vient diluer ces produits. Et donc, du coup, de ce coût de production heureusement un peu plus maîtrisé, on arrive à un prix de revient un peu supérieur. 389 € de besoin de prix du lait pour couvrir l'ensemble des charges et se payer de SMIC, contre 381 pour les systèmes non robots. Malheureusement, à ce prix de revient un peu supérieur, on a un prix du lait un petit peu inférieur en cohérence avec ce qu'on a vu tout à l'heure, ce qui fait qu'on a un différentiel prix de revient, prix payé plus important. Et là encore, l'avantage tout à l'heure des systèmes robots d'être plus productifs à l'hectare et à la main-d'œuvre, 508 000 litres de lait dégagés par travailleur en système robot, c'est pas rien, contre 380 000 pour les systèmes non robots. Et on voit que ce différentiel devient un inconvénient quand on multiplie par un déficit. Et du coup, par rapport aux 2 SMIG intégrés dans l'approche coût de production, en système robot, on a un gros différentiel qui se crée. Cette année-là, l'échantillon présenté ici, en moyenne, avait un revenu potentiel, sans entamer la trésorerie, un revenu potentiel, je ne dis pas que c'est ce qu'ils ont prélevé, mais qui n'était que de 1,3 SMIC contre 1,9 cette année-là pour les systèmes conventionnels. Alors ça, c'est une approche moyenne, c'est le même discours que j'ai eu tout à l'heure. C'est pour ça que je tiens à agrémenter cette diapo qui montre une situation moyenne un petit peu déficitaire en moyenne pour cet échantillon d'exploitation robot, de le relativiser à travers cette dernière diapo qui est liée, qui montre la diversité des situations. En bleu, toutes les exploitations non robots, et en orange, les exploitations robots. Et tous ces points, toutes ces exploitations sont représentées en fonction en abscisse de la productivité par unité de main-d'œuvre. On voit que toutes nos exploitations robots ont plus de lait par unité de main-d'œuvre, ça reflète la moyenne, le point rouge. Par contre, en termes de revenu potentiel qui est en ordonnée, en nombre de SMIC par unité de main-d'œuvre, on voit que là, en moyenne, on est un petit peu plus faible, mais que quand on regarde tous les points, il y a toutes les situations. Il y a des exploitations robots qui, malheureusement, malgré une meilleure productivité, n'arrivent pas à maintenir un coût de production cohérent et à pouvoir se dégager un revenu potentiel intéressant, alors que certaines y arrivent et sont tout à fait comparables avec leurs collègues en système non robot et peuvent prétendre à s'approcher des plus de 2 SMIC. En conclusion de cet exposé, ce qu'on peut dire, c'est que le système de traite robot est plus qu'un système de traite, contrairement aux autres, à mon avis. C'est en effet un équipement qui conditionne complètement le système de production, la part de pâturage, on l'a vu, la productivité laitière, le type de ration. Je n'ai pas parlé de là, mais la répartition des vélages. On sait que pour optimiser un robot, il convient d'avoir un maximum de lait produit et donc un maximum de vaches toujours présentes, donc une bonne répartition des vélages. La main-d'œuvre se doit d'être productive pour contrecarrer le surcoût de l'investissement. Ce qui est à noter, c'est qu'il y a quand même une adaptation des éleveurs. Chaque année qu'on analyse, on fait ce type d'analyse, on voit que l'écart
diminue et qu'il y a de plus en plus une proportion importante d'éleveurs qui parviennent à améliorer et à maîtriser leur coût de production par une maîtrise technique et leur maîtrise du coût de rationnement et de la qualité du lait. Enfin, la rentabilité économique, on ne dit pas qu'elle est impossible, elle est obtenue dans beaucoup d'exploitations robots, mais c'est vrai qu'on peut admettre quand même que les marges de manœuvre sont plus réduites parce qu'il y a un surcoût d'investissement, qu'il convient d'optimiser la productivité laitière pour faire face, pour amortir, pour diluer l'investissement, que la maîtrise des charges opérationnelles, notamment au niveau alimentaire, est plus compliquée, le rationnement entre ce qu'on met à l'auge, ce qu'on met à la stalle de robot, entre les meilleures et les moins bonnes vaches, tout ça c'est un peu plus délicat. Et qu'enfin, quelque chose que je n'ai pas abordé, mais que Mathilde va aborder dans l'exposé qui suit, il y a un effet palier, un effet seuil. On sait qu'une salle de traite, Aurélie l'a dit, peut permettre d'accepter quelques vaches, voire beaucoup de vaches en plus, avec des temps de traite supérieurs. Par contre, on sait qu'un robot de traite, au-delà des 60, 65, 70 vaches maximum, ça devient délicat. Merci Franck pour cette présentation. Déjà 2 questions pour toi. La première, comment expliquer le fait que presque la moitié des exploitations ont amélioré leur qualité de lait, notamment au niveau des cellules, après un passage en robot? Alors l'expliquer, déjà, ça va être des réponses simples, évidentes, que la personne qui questionne a sûrement en tête. Ça dépend de la situation d'où on part. Ce qui est souvent déconseillé quand on passe en robot, c'est de partir d'une situation délicate. Tout conseiller au niveau technique le sait mieux que moi. Mais il n'empêche que quand la situation est des fois un peu dégradée, c'est pas le robot qui va permettre de l'améliorer, mais peut-être qu'avec tout un panel de mesures, on va pouvoir le mettre en place. Même si, à mon avis, c'est délicat d'améliorer une situation initiale pas fameuse. Voilà. Après, ce qui n'apparaît pas, et je pense avoir la question, peut-être que j'aurais eu, je vais la donner tout de suite, ce qui peut aussi interférer dans ces nuages de points que j'ai présentés, je vais le remettre à la diapo, ici, ce qui fausse un petit peu cette analyse, c'est que je ne sais pas si vous l'avez compris dans mon exposé un petit peu rapide, mais ce n'est pas la même année avant et après robot pour tous les points, pour toutes les exploitations. Certains, c'est l'année après pour tout le monde, 2019, ça c'est la même année finale. Par contre, l'année avant, pour certains, ça va être 2015, pour d'autres, c'est 2017, pour certains, c'est 2012. Donc, il y a peut-être un effet annuel. On sait qu'il y a des effets annuels sur la qualité du lait, avec notamment la qualité de la paille qu'on a pu observer, qui peut des fois venir un petit peu expliquer certains points. Ok, merci. Autre question de Vincent. Y a-t-il un espoir pour les élevages robots de voir la partie bâtiment diminuer lorsque le bâtiment, généralement plus récent, sera amorti? Et question après la question, avez-vous des élevages robots plus anciens qui pourraient se situer dans ce cas de figure? Dans l'échantillon, je ne suis pas sûr, puisque on parle quand même d'amortissement. Je sais que les amortissements robots, des fois, il faut qu'ils soient assez rapides, puisqu'il y a un taux de renouvellement robot, c'est aussi un des problèmes de ce type d'investissement qui sont des fois un peu rapides. Par contre, au niveau des bâtiments, l'amortissement est beaucoup plus long. Et donc, du coup, des robots qui auraient plus de 15 ans de présence dans mon échantillon, je ne suis pas sûr d'en avoir beaucoup. Donc voilà, c'est délicat. Mais par contre, c'est évident que la question qu'il pose, et c'est très bien que ça me permet de faire cette précision, pour ceux qui ne sont pas à fond sur la méthode coup de prod, il faut savoir qu'il y a quand même un effet délicat sur l'approche coup de prod, c'est qu'on intègre les amortissements. Et donc, c'est vrai que, comme je dis souvent quand je présente ça à un groupe d'éleveurs, parce que je m'étais fait tirer dessus la première fois, j'ai souvenir que j'ai présenté des résultats coup de prod, un jeune éleveur qui venait de s'installer avait dit c'est sûr, on vient de s'installer, on paye des parts sociales, on paye un investissement bâtiment, ainsi de suite, et on nous dit qu'on n'est pas bon sur le coup de prod. Donc, il faut faire déjà attention à ne pas dire que quelqu'un n'est pas bon, mais en tout cas, c'est vrai qu'il est défavorisé. Les amortissements sont liés à un historique. Et donc, c'est sûr que, comme je l'ai dit, ce n'est pas parce qu'il y a un robot qu'il y a plus d'investissement en bâtiment systématique, mais il y a une proportion de bâtiments récents, à mon avis, je n'ai pas le chiffre, mais à mon avis, bien supérieure à l'échantillon non robot. Et dès lors que ces bâtiments seront amortis, dans la méthode coup de prod, ils auront ce post-bâtiment qui baissera. Puisqu'autant le robot a une tendance à être renouvelé peut-être un peu souvent, un peu rapidement, je dirais, avant les 10 ans, autant les bâtiments, on peut imaginer qu'ils vont rester. Valentine, maintenant, se demande si le différentiel qu'on retrouve sur les frais d'élevage est plutôt lié aux frais vétérinaires, frais de reproduction, du fait que quand on passe en robot, on doit caler les vélages, donc synchroniser les chaleurs, etc. et autres.
Merci de cette précision. Je l'ai dit très rapidement. Je n'ai pas voulu rajouter cette diapo parce qu'il y en avait déjà beaucoup. Mais merci, du coup, ça me permet de le répondre en détail. Donc, sur les frais d'élevage, il n'y a aucune différence, et on aurait pu s'attendre à l'inverse, hein, il n'y a aucune différence sur les frais sanitaires et les frais repros en euros pour millilitre. À l'euro près, si je ne dis pas de bêtises. Donc, l'intégralité de la différence se situe sur les frais liés à la traite. Donc, aux frais de maintenance. Voilà. On aurait pu s'attendre, hein, parce que comme on sait qu'il y a chez beaucoup, dans une proportion importante, des dérapages sur les cellules, on aurait pu penser que les frais sanitaires allaient déraper également. Alors peut-être qu'ils sont un peu supérieurs, mais du coup, ils sont dilués par la productivité. Très bien. Si vous n'avez pas d'autres questions, Mathilde va pouvoir nous présenter les résultats économiques, justement, des systèmes robots de traite. Tu penseras juste à activer ton micro, Mathilde. Bonjour à tous, je suis Mathilde Scrive de Serre France Bourgogne-Franche-Comté et je vais vous présenter comme Franck des résultats économiques sur le groupe robot de traite comparé avec le groupe ayant une traite non robotisée. Alors pour essayer que nos présentations ne soient pas redondantes, moi je me suis concentrée sur la partie globale, donc je vais vous présenter des chiffres à l'exploitation ou éventuellement parfois des chiffres à l'unité de main-d'œuvre. Et la grosse différence avec ce qu'a présenté Franck, c'est que je vais vous présenter des chiffres qui sont sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc pour Franck, c'était la région Bourgogne, voire un petit peu décentrée, alors que dans les chiffres que je vais vous présenter, vous allez voir que la Haute-Saône et le Jura, entre autres, pèsent assez lourd. Donc, en effet, Franck l'a bien souligné, hein, les exploitations robotisées sont bien plus productives que les exploitations non robotisées, mais on va voir qu'il n'est pas forcément évident de tirer parti de ces gains de productivité. Donc, on va essayer de voir quelles sont les limites et les leviers pour en tirer parti. Alors, en termes de méthodo, je commence quand même par vous présenter l'échantillon. Donc là, c'est les effectifs avec en bleu les traites robotisées. Donc vous voyez que dans notre échantillon, on a 93 exploitations avec robots. Et dans l'échantillon, enfin le groupe témoin non robotisé, on a 705 échantillons. Et ici, je vous ai mis par département le taux d'équipement robot avec 2 départements qui tirent leur épingle du jeu en termes d'équipement robot. On a la Côte d'Or et le Doubs. Mais il faut garder en tête que la Haute-Saône étant le principal département laitier hors AOP du massif jurassien, c'est quand même un département qui va peser fort dans notre groupe avec 28 exploitations qui viennent de Haute-Saône. Alors, comme Franck, j'ai écarté les exploitations qui avaient moins de 2 ans entiers avec un robot, de façon à ne pas avoir d'effet de transition trop important. Il n'y a pas non plus d'exploitation bio ni d'exploitation AOP du massif jurassien dans ce groupe. Et les résultats que je vais vous présenter, c'est les résultats de la campagne 2019. Donc là, ça vous brosse le portrait de nos exploitations avec traite robotisée et traite non robotisée. J'ai fait un choix aussi de ne garder que les exploitations avec plus de 50 vaches laitières, de façon à comparer des exploitations d'une certaine taille, que ce soit en robot ou sans robot. En robot, 98% des exploitations ont plus de 50 vaches, donc c'est quasiment la totalité du groupe. Par contre, dans la traite non robotisée, on n'a que 70% des exploitations qui ont plus de 50 vaches. Donc voilà, j'ai fait ce choix méthodologique fort d'enlever les plus petites exploitations pour comparer des exploitations comparables en taille. Alors, vous aurez donc les chiffres précis, mais pour pouvoir comparer robotisé, non robotisé, j'ai fait un radar. Donc en orange ici, vous avez le groupe témoin qui est le groupe non robotisé, et en bleu, vous avez les écarts avec le groupe robotisé. Donc le groupe robotisé, c'est des exploitations qui sont en moyenne plus grandes pour l'ensemble des facteurs de production. Simplement, cette augmentation en taille, elle est proportionnelle pour certains facteurs de production. On le voit là, les actifs totaux, les actifs familiaux. Donc, comme l'a souligné Franck, on n'a pas plus
on n'a pas moins de salariés quand on a un robot. En fait, on a la même proportion de salariés et d'actifs non salariés. C'est proportionnel à peu près à la surface fourragère et au nombre de vaches laitières. Il y a même un tout petit peu moins de vaches laitières par actif en système robotisé qu'en système non robotisé. En ça, c'est assez différent de ce qu'a présenté Franck. En fait, on a des exploitations qui sont plus grandes, mais qui vont utiliser et qui ont plus de main-d'œuvre, mais qui vont finalement se dédier aussi, enfin, utiliser le robot pour développer un autre atelier à côté de l'atelier lait. Et c'est cet atelier grande culture qu'on voit bien là dans la scope. Donc, si les autres facteurs de production que j'ai déjà évoqués augmentent de façon à peu près proportionnelle, la scope, elle, augmente beaucoup plus quand on a un robot en Bourgogne-Franche-Comté. On a une quarantaine d'hectares par actif, c'est-à-dire 12 hectares de plus que quand on est non robotisé. Et on a aussi un capital d'exploitation bien plus important. Alors ça, c'est à mettre en regard avec l'investissement dans un robot qui pèse lourd sur le capital, mais également avec l'atelier Scope, puisqu'on a du matériel spécifique à cet atelier qui est en plus grand nombre dans les exploitations robotisées. Alors, pour aller plus loin dans la description de ces exploitations, voici les effectifs. En fait, chaque bâton vous dit quelle proportion de notre groupe se retrouve dans ces intervalles d'effectifs de vaches laitières présentes sur l'exploitation. Donc, par exemple, ici, vous avez entre 70 et 90 vaches sur l'exploitation. On a 17% des traites non robotisées. Pardon, la légende a un peu sauté, mais en orange, c'est les non robotisées. Et on a, disons, 28% à la louche des exploitations robotisées, qui sont entre 70 et 90 vaches laitières sur l'exploitation. Donc, ce qui est intéressant de voir sur cette courbe, c'est que la vague bleue, elle est déportée sur la droite par rapport à la vague orange. Ça veut dire que les non robotisés, ils ont en général plus de vaches sur leur exploitation que les non robotisés. Ça, c'est sur. Alors là, j'ai aussi mis les exploitations avec moins de 50 vaches pour avoir une idée de la totalité du groupe. Donc voilà, on a plus de vaches sur les exploitations, mais ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'on a 2 vagues en fait dans la vague bleue. Une vague avec un sommet autour de 70 vaches et une seconde vague avec un sommet autour de 120 vaches. Et ça, c'est dû au phénomène de saturation en fait de l'outil. On va pas du tout avoir le même phénomène dans les autres systèmes de traite où en fait on peut ajuster le système de traite en fonction de l'effectif de vaches sur les exploitations, alors qu'en exploitation robotisée, c'est l'inverse. On va devoir ajuster l'effectif au nombre de stalles qu'on a sur l'exploitation. Donc, quand on a une stalle, on va tendre à saturer cet outil et donc à tendre vers les 70 vaches traites. Ça fait un petit peu plus, parce que là, c'est un effectif de vaches traites et taries présentes sur l'exploitation. Donc voilà, on va venir saturer, et c'est ce premier sommet, cette stalle sur l'exploitation. Quand on a 2 stalles, on peut imaginer aussi qu'il y a ce phénomène de saturation, mais alors il n'est pas encore aussi abouti. Est-ce que c'est pour des questions de phase d'investissement ou est-ce que c'est pour des questions d'équilibre économique? En tout cas, on n'observe pas la vague au même endroit et de la même intensité pour les 2 stalles et encore moins pour les 3 stalles. Je crois qu'il y a 2 exploitations qui ont 3 stalles dans notre groupe. Je vais passer rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Là, c'était pour vous montrer qu'il y avait plus de la productivité se mesure aussi en volume produit par vache. Donc la vague bleue, là aussi, est décalée vers la droite avec plus de litres produits par vache, ce qui va aussi tendre à une saturation non seulement en nombre de vaches, mais en volume produit par stall de robot, de façon à venir finalement diluer les coûts du robot en augmentant le volume produit par stall.
Et là, on va arriver à la description de l'intensification de la production dans les exploitations robotisées. Donc en orange, vous avez toujours le repère du groupe témoin non robotisé, et en bleu, vous avez les exploitations robotisées. Ce qu'on voit, c'est que finalement, elles vont être plus productives quasiment sur tous les points, mis à part le nombre de vaches traites par actif. Là, comme je vous l'ai dit, on est plutôt un petit peu plus bas qu'en non robotisé. Par contre, on va avoir plus de scopes par actif, on va avoir plus de lait par vache, ce qui fait que ça va provoquer un volume de lait par actif supérieur également grâce à cette plus grande quantité par vache. On va aussi avoir plus de lait par hectare de SFP. Et une intensification qui se voit aussi sur le coût alimentaire qui est supérieur de 20% par rapport aux exploitations non robotisées, et un chargement également supérieur. Alors un point qui diffère de ce que vous a présenté Franck, c'est que dans notre échantillon portant sur la Bourgogne-Franche-Comté, on a un prix du lait qui est quasiment le même en exploitation robotisée et non robotisée. Alors ça, c'est assez étrange parce que ça diffère non seulement des chiffres de Franck, mais également des chiffres présentés dans la littérature en général. Et je pense que ça vient d'un biais, en fait, c'est que les robots dans notre région se sont beaucoup installés, en tout cas au début, dans des systèmes qui avaient accès à des financements plus facilement, donc des prix élevés, des dynamiques de filières qui étaient porteuses. On peut citer par exemple la zone Époisse en Côte d'Or, on peut citer la zone des producteurs qui produisent pour Danone en Saône-et-Loire et dans le Jura, me semble-t-il. On peut citer aussi tout ce qui est IGP, Gruyère et Montal-Grand Cru. Donc toutes ces zones ont des prix plus élevés que l'ensemble du lait de plaine en Bourgogne-Franche-Comté et ont sans doute un taux d'équipement plus important, ce qui vient finalement fausser un peu cette analyse du prix du lait. On a sans doute le même phénomène que celui qu'a décrit Franck de dégradation de la qualité du lait, ou en tout cas chez un certain nombre d'exploitants après le passage en robot. Mais comme leur prix de base était plus intéressant que ceux qui n'ont pas de robot dans d'autres zones, finalement, ça vient compenser. C'est en tout cas l'hypothèse qu'on a pu faire. Est-ce que ouais, j'ai fini sur cette diapo-là. Donc là, vous aurez tous les chiffres, hein. C'est la même chose que le radar, mais avec les valeurs absolues. On voit donc le même nombre de vaches laitières par actif, un atelier scope plus important. Donc là, finalement, la main-d'œuvre qui est libérée par le robot, elle est investie dans un autre atelier qui est généralement l'atelier scope. Du coup, un des points qu'a décrit Franck, c'est le fait que les exploitations robotisées aient des coûts alimentaires qui explosent. Alors c'est dû au fait d'avoir que finalement, pour attirer les vaches à la traite, on s'appuie régulièrement sur la distribution d'aliments. C'est fait aussi au fait qu'on cherche à produire plus de lait pour amortir le robot, et c'est aussi dû à la difficulté de maintenir du pâturage quand on installe un robot. Il faut vraiment que le parcellaire et l'organisation du bâtiment s'y prêtent pour pouvoir maintenir du pâturage, et ça c'est illustré ici par ces différences de proportion d'accès au pâturage entre les traites robotisées et les traites non robotisées. Donc en fait, en bleu, vous avez en bleu turquoise, vous avez la proportion d'exploitation pour lesquelles les vaches ont 0 accès au pâturage au printemps. Vous voyez qu'en traite non robotisée, c'est un peu plus de 15% sur l'ensemble de notre groupe, alors qu'en robotisé, c'est plus de la moitié des vaches qui n'ont pas accès au pâturage au printemps. Donc, et ensuite l'ensemble des catégories voilà, est plus importante, et c'est finalement celles qui ont 10 à 15 kilos de matière sèche issue de l'herbe au printemps qui est très très réduite dans notre groupe robotisé.
Ça va vraiment avoir un impact du coup, à la fois sur le coût alimentaire, ça peut avoir un impact aussi sur, le bien-être animal, ça peut avoir un impact en termes d'image, c'est une des choses auxquelles il faut sensibiliser sans doute les jeunes qui s'installent, au fait que, dans les années à venir, le consommateur aura sans doute, une demande forte pour que les animaux dont il, consomme le lait aient un accès au pâturage. Si le robot empêche cet accès, ça peut être bloquant, à moyen terme. Alors ensuite, je vais vous présenter la construction du résultat courant. Vous avez en bleu l'ensemble, alors là c'est par UTAF, donc par travailleur non salarié sur l'exploitation. En bleu, vous avez l'ensemble des produits. D'abord le produit de l'atelier lait qui sur ces exploitations spécialisées représente plus de la moitié des produits totaux. Ensuite, vous avez le produit de l'atelier culture, puis les aides et ensuite les autres produits, ce qui construit le bâton jaune, c'est-à-dire le produit brut total, auquel on va venir soustraire les charges opérationnelles, les charges de structure hors amortissement et frais financiers, ce qui va construire l'EBE, l'excédent brut d'exploitation en vert, auquel on soustrait les amortissements et frais financiers, ce qui nous donne le résultat courant. Ici, vous avez les résultats pour les exploitations robotisées et je vais venir surimprimer la même construction pour les exploitations non robotisées. Ce qu'on voit, c'est que par UTAF, on a finalement des produits qui sont quasiment, pour toutes les catégories, qui sont inférieurs à ce que l'on dégage sur une exploitation robotisée. Donc c'est vraiment là qu'on vient illustrer la productivité du travail qui est moindre sur les exploitations non robotisées. Ensuite, on va venir défalquer donc les charges opérationnelles et les charges de structure. Et là, la rentabilité finalement de l'outil de travail est la même qu'on soit en robotisé ou en non robotisé. C'est-à-dire qu'on va allouer le même pourcentage de notre produit brut pour couvrir ces charges opérationnelles et charges de structure. Et finalement, le pourcentage de BE sur produit brut va être le même pour les deux systèmes, c'est-à-dire 28%, ce qui est relativement correct pour une exploitation agricole. Par contre, là où va se creuser, où va se compenser finalement les gains de productivité, c'est sur nos amortissements et frais financiers qui sont beaucoup plus réduits sur les systèmes non robotisés et qui vont venir du coup compenser les gains de productivité et on va se retrouver avec un résultat courant par actif qui est quasiment le même. Il est même de 1 000 € supérieur pour les non robotisés. Alors, on voit que le résultat courant par actif est très comparable entre les deux systèmes. En revanche, le poids des investissements et du coup l'endettement que cela va générer va venir peser très fort sur la situation financière des exploitations robotisées. Ici, vous avez en sombre les exploitations avec un risque fort. Elles sont de quasiment un quart des exploitations robotisées. En gris, vous avez donc celles qui sont en risque moyen. Donc, on voit qu'il y a 50% des exploitations robotisées qui sont en risque moyen ou fort. Et on ne va avoir que 72% à peu près des exploitations robotisées qui vont avoir un risque nul, quand c'est quasiment la moitié des exploitations non robotisées. Donc, vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que les résultats courants peuvent être très comparables. En revanche, c'est la situation financière qu'il faut surveiller et qui va être plombée. Alors peut-être de façon transitoire, on l'a vu tout à l'heure, hein, il y a cette question de au bout de combien de temps va-t-on être obligé de remplacer le robot? Si on arrive à faire durer le robot et à finalement lisser son poids sur un grand nombre d'années, peut-être qu'on viendra alléger ces situations financières. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est plutôt que la durée de vie des robots est assez courte et qu'ils sont assez vite remplacés par les exploitants. Donc, c'est quelque chose qui pourrait ne pas s'améliorer si rapidement que ça. Alors, on s'est demandé si saturer le robot avait un effet sur ce que je vous ai présenté. Saturer le robot, là, vous voyez le nombre de vaches qui est présent sur l'exploitation par stall. Donc, j'ai divisé l'effectif total par le nombre de stalls sur l'exploitation pour avoir une idée de la saturation. Grosso modo, on peut dire que généralement, on a 70 vaches. Le taux de saturation, c'est 70 vaches traites par stall. En vaches présentes, on est peut-être plutôt dans un conseil de vaches présentes autour de 85, en tirant beaucoup. Hein.
Est-ce que les exploitations qui poursuivent cet objectif-là de saturation du robot améliorent leur situation financière? Bah, sur ce graphique-là, vous voyez qu'en effet, ce groupe-là, qui a 75 à 85 vaches présentes sur l'exploitation, a une situation financière qui est meilleure que celle des groupes avec moins de vaches par stall. Voilà, ça semble assez cohérent sur ces chiffres. La question ensuite qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a un effet sur la marge brute? Est-ce que ceux qui vont venir saturer leur outil vont voir des effets sur la qualité du lait et donc sur le prix, vont voir des effets sur l'ambiance du bâtiment, ce qui peut aussi impacter sur la qualité du lait et également sur les frais de veto? Est-ce qu'il va y avoir un effet aussi, bien sûr, sur l'aliment, puisque quand on vient saturer, ça veut dire qu'on va essayer de produire plus par vache, on va essayer que les vaches soient plus traites. Enfin voilà, du coup, on risque d'avoir des prix de l'aliment qui s'envolent. Donc, je vais vous présenter les marges en fonction du taux de saturation. Donc ici, dans la première colonne, vous avez le nombre de vaches traites par stall. Vous avez donc les mêmes classes que dans l'histogramme précédent. Donc, on va de stalles peu saturés aux stalles les plus saturés. Et on voit en effet, alors ça aussi, ça demanderait, le groupe est petit pour vérifier la fiabilité statistique de tout ça, mais il semble que les stalles peu saturés conserveraient une marge brute au 1000 litres de lait plus intéressante que le groupe des stalles les plus saturés. Donc l'idée de tout ça, c'est d'aller voir si, enfin, l'idée en général du robot, comme le disait Franck, on bouleverse complètement un système de production. Il semblerait sur la région, on observe qu'on peut avoir des résultats qui sont satisfaisants et qui sont comparables avec les systèmes de même taille non robotisés. En revanche, ça fait courir un certain nombre de risques financiers. Donc, tout l'enjeu, ça va être finalement de trouver un équilibre. Un équilibre entre améliorer la rentabilité. Donc, il va falloir concevoir un système qui permet de limiter la charge alimentaire et de préserver la qualité du lait. Donc ça, c'est la conception des bâtiments, c'est l'ambiance dans les bâtiments, c'est la conception de la ration et de comment attirer les animaux sans trop, enfin voilà, en conservant de la qualité, tout en limitant les risques financiers. Donc, il va quand même falloir essayer de saturer l'outil sans que ça génère trop de stress. Voilà. Saturer sans générer trop de stress, sans dégrader la qualité du lait, c'est cet équilibre-là qu'il faut poursuivre. On va maintenant passer à vos questions. Merci Mathilde pour cette présentation. Tu as déjà plusieurs questions. Tout d'abord, Claire te demande, pour les systèmes robotisés, quelle part de ces exploitations effectue de l'affouragement en verre pour l'envoi? Alors ça, c'est pas une donnée que j'ai. En fait, la donnée, j'ai pas de données alimentation à part le coût alimentaire, mais j'ai pas de données sur la qualité de l'alimentation et le mode d'alimentation dans mes données économiques. Les données que j'ai pu trouver sur le pâturage, c'était en croisant d'autres informations, mais qui me donnaient pas autant de détails. Je vois que Franck a rallumé sa caméra. Peut-être que tu as des éléments là-dessus, Franck? Non, juste qualitatif. Je pense, si je dis pas de bêtises, que le graphique pâturage que tu as bien présenté est issu de la compilation des systèmes alimentaires, c'est ça, hein? C'est ça. Voilà. Et donc dedans, on avait mis tous les fourrages verts, et dans les fourrages verts, l'affouragement était un fourrage vert comme la pâture. Donc je pense que dans cette partie d'herbe ingérée au printemps, s'il y a de l'affouragement, elle est dedans. Voilà, ça répond pas à la question, mais c'est pas que du pâturage. Après, l'affouragement reste quand même anecdotique, mais je comprends la question. On a le sentiment, c'est qu'un sentiment qui se développe de plus en plus, et c'est qu'un avis, et je pense qu'il se développe encore plus dans les systèmes robots, d'autant plus que les exploitations sont engagées dans des cahiers des charges, où souvent dans les cahiers des charges, il y a des équivalences entre pâturage en surface réel ou affouragement. Je parle des cahiers des charges AOP de plaine, on s'entend bien, hein. Et donc à ce moment-là, moi je sais que pour ce que j'observe dans la zone que je connais mieux, en Côte d'Or notamment, on voit qu'il y a de l'affouragement qui se développe, et notamment en système robot. Mais je ne peux pas donner la proportion. Sans doute supérieure. L'affouragement n'ayant pas les mêmes vertus en termes de maîtrise du coût alimentaire que le pâturage. Tout à fait.
Ensuite, il y avait une autre... Oui, Valentine nous demande si, sur la qualité et le prix du lait, si une analyse a été réalisée selon la race, selon la laiterie et selon les taux. Alors, moi, race, laiterie et taux, c'est pas des données que j'ai. Sur des groupes, on s'est amusé à le faire parce que c'est des choses qu'on garde en interne généralement, les analyses en fonction des laiteries, parce que c'est forcément on met les pieds dans quelque chose d'assez compliqué. Mais c'est sûr qu'on voit d'énormes différences en termes de prix du lait d'une laiterie à l'autre. Peut-être que du coup sur la race et les taux, Franck, tu auras des éléments par contre. C'est un souci que j'ai chaque fois que je fais une analyse sur notre base de données sur la zone Bourgogne, puisqu'on a un échiquier de race bien présent et qu'on sait que l'aspect race joue pour beaucoup. Pour la petite histoire, chaque année, quand je sors pour les collègues des références Galaxy, on sort des références par race parce que l'aspect race joue beaucoup. Donc, je comprends la question. Donc, du coup, mes collègues m'ont fait alléger mes diapos et m'ont supprimé, c'est de leur faute, la donnée race sur une diapo. C'est la faute de Mathilde, hein, tant pis, je vais la nommer. Mais je vais donner le chiffre tout de suite. C'est que donc je m'étais attaché à regarder que ça ne faussait pas la donne. Et de mémoire, on avait pour l'échantillon robot 84% de races dites laitières. Alors, je ne veux pas choquer. Ce qu'on met dans les races dites laitières, c'est... Excusez-moi, les avions qui passent. Pour les races dites laitières, c'était Primolstein et Brune, contre 80% dans l'échantillon non robot. Donc à 4% près, il y avait la même représentation des races dans les deux effectifs de l'analyse que je vous ai présentée. Donc j'ai considéré que l'aspect race ne venait pas fausser la donne dans la comparaison robot-non robot. Merci. Valentine demande maintenant si la répartition du litrage sur l'année peut expliquer les variations de prix du lait avec des primes saisonnières de certaines laiteries, en sachant que bien sûr la répartition du litrage est plus lissée sur le système robot. Oui, certainement, c'est une très bonne remarque. En effet, on peut imaginer que en cherchant la saturation, du coup en cherchant à avoir le même nombre d'animaux traits sur l'ensemble de l'année, on puisse aussi avoir des contreparties positives, à savoir, enfin d'autres contreparties positives, à savoir par exemple capter des primes de saisonnalité qui seraient distribuées par certaines laiteries. Merci. Et une dernière question de la part de Jérémy qui demande s'il n'y a pas que l'investissement du robot qui pèse dans les amortissements. Oui, j'ai peut-être été un peu vite, mais en effet, quand j'ai décrit les systèmes, j'ai bien précisé qu'il y avait des ateliers culture qui étaient plus importants. En tout cas, dans les systèmes que je décris, c'est pas forcément le cas dans ceux de Franck. Des systèmes de culture, entre autres, qui étaient plus importants. Et du coup, avec du matériel qu'on peut imaginer plus large, plus spécialisé ou plus nombreux. Et du coup, qui vient peser aussi sur ces investissements. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, on arrive à la fin de ce webinaire.